Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise politique au Burundi. Le gouvernement burundais reste ferme sur plusieurs questions. Lors d'un entretien exclusif accordé à CCTV, le porte-parole présidentiel Gervais Abeyeo a déclaré que le Burundi ne permettra pas l'entrée de gardiens de la paix de l'Union africaine dans le pays. Rien non plus n'indique une date de début pour des négociations pacifiques. Selon le porte-parole, Bujumbura n'a pas l'intention d'organiser de discussions avec les éléments de l'opposition responsables du coup l'an dernier. Le Burundi est en crise depuis des mois suite au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le gouvernement maintient que les élections étaient justes et ne regrette pas la façon dont les forces de sécurité gèrent la situation du pays. Plus de 100 personnes ont été tuées lors de cette crise. Le gouvernement du Burundi était là, puis il est parti, donc il n'était pas disponible pour s'entretenir avec les autres médias sur une date. Aujourd'hui, le gouvernement du Burundi reprendra les affaires lundi 18 janvier. Les deux parties s'entretiendront pour s'accorder sur une date de reprise des négociations. Nous sommes prêts à nous engager sur un dialogue avec la majorité du gouvernement et l'opposition, mais la vraie opposition, pas celle des personnes qui souhaitent amener de la violence au Burundi, renverser les institutions et nous ramener à la transition gouvernementale d'hier. Politique toujours, l'élection d'Ali Abdelal à la présidence du Parlement égyptien ne s'est pas faite sans mal. La désorganisation et les tensions entre les nouveaux députés étaient apparentes durant cette première session. Ali Abdelal est depuis samedi le président du Parlement de l'Égypte. Cet ancien professeur de droit constitutionnel a passé l'essentiel de sa carrière à l'étranger. Pendant près de 20 ans, il a été conseiller au Palais Royal du Koweït. Il est revenu il y a quelques années pour devenir l'un des auteurs de la Constitution de 2014. Pour de nombreux politiciens, sa désignation est un mystère. Choisir Ali Abdelal en tant que président est étrange. Dans le monde politique, ce n'est pas juste un inconnu, il n'a jamais existé. Il était le candidat d'une coalition de députés indépendants intitulée Soutenir l'État et connu pour son soutien au président El-Sisi. 3 jours ont passé et le Parlement n'a toujours pas commencé à discuter des quelques 340 décrets de loi en attente. Un article constitutionnel oblige le Parlement à les passer en revue au cours des 15 premiers jours. Malheureusement, tant le président élu que le président de transition ont abusé de leur pouvoir législatif et émis un grand nombre de lois. Passer en revue de manière correcte ces 340 lois via les procédures législatives pourrait prendre 10 ans. Celui qui a écrit la Constitution n'a jamais pensé que le président pourrait approuver plus que quelques lois urgentes. Et là où le bas blesse, c'est que plusieurs de ces lois sont controversées. Les députés ne doivent pas simplement les approuver ou les rejeter, mais les modifier afin de les rendre plus en phase avec les souhaits de la population. Nous prévoyons que les lois sur le terrorisme, sur les manifestations, sur le service civil, sur l'investissement, que toutes ces lois suscitent énormément de controverses au sein du Parlement. Et nous espérons que les députés qui ont été récemment élus agissent au nom des intérêts du peuple égyptien et ne reçoivent pas d'ordre du gouvernement ou du président. Les premières sessions du Parlement, diffusées en direct à la télévision, ont été une déception. Un travail énorme attend les députés qui ont peu de temps pour le mener à bien. Et leur performance durant la session inaugurale a suscité le scepticisme quant à leur capacité à respecter leur première échéance et à éviter un conflit constitutionnel. Les observateurs internationaux ont commencé à arriver en Ouganda en vue des élections qui se tiendront le mois prochain. L'Union européenne a envoyé une trentaine d'observateurs pour le moment. Leur arrivée coïncide avec une hausse des inquiétudes concernant des risques de violence lors de ce scrutin. L'élection présidentielle n'aura lieu que dans 5 semaines, mais un premier groupe d'observateurs de l'Union européenne est déjà présent en Ouganda.
L'UE a annoncé que ses observateurs vérifieraient avec attention les préparatifs et le déroulement de ces élections. Nous regarderons avec attention s'il y a des problèmes avec le comportement des partisans de certaines autorités de l'État. Nous irons à la rencontre des responsables de district pour leur demander l'état des préparatifs pour les élections et observerons le comportement de la police, de l'armée et toutes les questions importantes liées à la violence pour maintenir le calme lors de ces élections. La semaine dernière, le gouvernement a accusé l'opposition d'avoir formé des groupes ayant provoqué des violences. L'opposition a réfuté ces allégations et a en retour accusé la police d'avoir recruté les personnes pour les harceler, ce que la police a nié. C'est notre responsabilité de nous assurer qu'il n'y ait pas de trouble. La police a un plan pour soutenir la commission électorale. C'est ce que nous faisons depuis que tout le processus a débuté et nous protégeons tous les candidats. 7 candidats sont en lice pour être élus à la tête du pays. Le président en exercice, Yoweri Museveni, fait face à la concurrence de son ancien médecin, Kizza Besigye, et de son ancien Premier ministre, Amama Mbabazi. Le pays organise dans le même temps des élections parlementaires et celles des conseils locaux. L'Union européenne a annoncé qu'elle dépenserait environ 3,5 millions de dollars pour surveiller ces élections. 80 observateurs supplémentaires de l'UE arriveront en Ouganda peu de temps avant la tenue du scrutin afin de renforcer l'équipe déjà présente sur place. Leurs observations seront rendues publiques à l'issue des élections. Une motion de censure a été déposée contre le président sud-africain Jacob Zuma. Ce vote de confiance fait suite au remaniement de son gouvernement qui est intervenu l'année dernière. Il est reproché à M. Zuma d'avoir renvoyé 2 ministres des Finances en moins d'une semaine, ce qui a déstabilisé les marchés et affaibli la monnaie locale, le rand. Ce week-end, le président Jacob Zuma a déclaré que les marchés avaient réagi de manière disproportionnée à son remaniement gouvernemental. En quelques heures seulement, le rand a perdu 9% supplémentaire par rapport au dollar. Le parti au pouvoir, celui du Congrès national africain, estime que Zuma ne peut être tenu responsable pour la réaction des marchés. Mais le parti d'opposition principal semble déterminé à obtenir sa démission. Nous voulons arriver au point où tout le parti présent au Parlement réalise qu'il a échoué et que lorsque l'on échoue, il est normal de laisser la place à quelqu'un qui est capable et compétent, quelqu'un qui serait en mesure d'améliorer la vie des Sud-Africains. L'Alliance démocratique a déposé une motion de censure à son encontre auprès du président du Parlement. Ce n'est pas la première fois que le parti s'attaque au président de cette manière. En septembre 2015, l'Alliance démocratique avait déposé sans succès une motion de censure contre Zuma. Les commentateurs sont convaincus que l'Alliance démocratique sait d'ores et déjà que celle-ci ne sera pas adoptée non plus. Le parti du Congrès national africain dispose d'une large majorité au Parlement. Lors de la dernière motion de censure, 221 députés avaient voté contre le désaveu du président, ce qui représente le double des voix exprimées en faveur de sa démission. Ils ne le font pas parce qu'ils vont gagner, ils le font parce que cela pourra leur servir de levier politique lors d'une élection à venir. Chaque motion de censure laisse une trace et leur servira à faire valoir les échecs du gouvernement actuel et leurs réactions. L'Alliance démocratique a demandé un débat parlementaire de toute urgence. La date de ce débat reste encore à définir. Un grand jour est arrivé en Afrique de l'Ouest aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Le Libéria doit être ce jeudi officiellement déclaré libéré du virus, près de 2 ans après que les premiers cas ont été signalés. Le Libéria avait été le plus lourdement touché et c'est désormais bien la fin de l'épidémie qui est annoncée. Le Libéria doit être officiellement déclaré sans virus Ebola ce jeudi. Le pays a connu des scènes atroces depuis l'apparition de l'épidémie. Sur les 11 000 personnes tuées par Ebola, au moins 4 800 sont mortes au Libéria. Il y a même eu des banlieues entières de Monrovia qui ont été fermées et des émeutes se sont également produites dans la capitale. Tout comme en Guinée et en Sierra Leone, le système sanitaire du Libéria ne pouvait simplement pas faire face. Il a fallu un effort international massif pour repousser Ebola. Et des médecins chinois ont joué un rôle en première ligne. Le Libéria a été déclaré à 2 reprises libéré du virus en mai dernier et en septembre. Les cas les plus récents datent de septembre dernier. 42 jours ont passé sans nouveaux cas avant que l'Organisation mondiale de la santé donne le feu vert. La Guinée et la Sierra Leone ont été déclarées libérées du virus l'année dernière, mais demeurent sous surveillance par les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Jeudi devrait en effet marquer la défaite finale d'Ebola, du moins à l'heure actuelle.
Mais face aux dégâts sociaux et économiques, il faudra plus de temps pour s'en remettre. Économie à présent. L'économie nigériane est affaiblie par la baisse des prix du pétrole. De nombreux Nigérians ressentent maintenant les effets de cette baisse et ne peuvent plus s'offrir des objets de luxe comme avant. Les Nigériens ont une forte attirance pour les voitures de luxe. Les rues de la capitale en sont pleines, de différentes formes et tailles. Toutefois, certains propriétaires de ces voitures, comme Alex Oji, commencent à les remplacer. Il a eu cette voiture pendant près de 2 ans et il la revend pour presque la moitié de son prix d'origine. Son choix s'est porté sur une voiture moins onéreuse qui sera plus facile à entretenir. J'adore les voitures de luxe, mais l'économie n'est pas stable et pas adaptée pour entretenir une voiture si chère. Ce n'est plus raisonnable. C'est pourquoi je suis venu ici pour la vendre, pour avoir une voiture plus petite et plus pratique. Nombreux comme Alex font face à des défis similaires. Ils abandonnent leur voiture de luxe en la vendant ou en l'échangeant. Beaucoup ont bénéficié du boom du pétrole, assez pour dépenser des millions dans une voiture luxueuse. Mais dernièrement, le manque de liquidité dans le pays s'est fait ressentir et les prix du pétrole, qui est vital pour l'économie du pays, sont tombés à 32 $ le baril. Et les acheteurs traditionnels recherchent des alternatives aux revendeurs de brut. La situation n'est pas meilleure pour les concessionnaires qui ont beaucoup de stocks. Nous avons ce problème dans le système où les gens rapportent leur voiture d'une valeur de 8 millions de naira. Que se passe-t-il avec l'économie maintenant? Les gens ramènent leurs voitures pour les vendre. C'est juste parce qu'il n'y a plus d'argent en circulation. Et les ventes sont au plus bas. Le taux de vente est très bas. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Par exemple, j'ai cette voiture que je vends pour 14 millions et 14 millions de naira, ce n'est pas une petite somme. Nous manquons vraiment de clients à présent. La baisse dans le patronage a rendu les opérateurs inquiets. Même s'ils ne savent pas quand la situation va changer, ils espèrent que ce sera pour bientôt et que les affaires reprendront très vite. Au Zimbabwe, le gouvernement a pris des mesures pour éviter une crise alimentaire imminente. Le Bureau national des acquisitions a autorisé le Bureau des gestions des céréales à importer de façon urgente 230 000 tonnes de maïs du voisin zambien. 30 000 tonnes seront fournies immédiatement pour faire face à la famine en raison de rapports alarmants indiquant qu'il ne restait que quelques semaines de réserve. Cela, selon des officiels, sera réglé en peu de temps. Au moins 1,5 million de Zimbabwéens ont reçu des suppléments alimentaires cette année après que de faibles précipitations ont anéanti les récoltes dans la plupart des zones du pays suite à la sécheresse ayant touché la région sud l'année dernière. Il s'agit d'une bonne quantité initiale pour répondre aux besoins de la population durant une certaine période. Et les choses s'annoncent sombres pour 2016. Le Zimbabwe est confronté à une autre sécheresse en raison des effets du phénomène El Niño, le pire en 18 ans. L'année dernière, près de 150 millions de dollars ont été dépensés en importations alimentaires et davantage sera nécessaire cette année avec une demande qui devrait mettre du stress et une pression supplémentaire sur les caisses de la nation. L'État, par le biais de son Bureau national des céréales, s'est chargé de la plus grande partie de ces acquisitions. Le Bureau national des céréales dispose d'un financement faible et n'est pas parvenu à payer les fermiers locaux pour leur livraison aux silos nationaux au cours des dernières années. Et ce sont ces insuffisances locales qui ont amené des acteurs privés à prendre part au processus. Et des meuniers privés font du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture pour accorder davantage de licences d'importation et garantir ainsi la qualité des céréales, pas uniquement de Zambie, qui cette saison va aussi connaître un déficit, mais venant d'autres marchés plus éloignés comme l'Amérique du Sud. Historiquement, nous savons qu'une plus grande participation du secteur privé mène à des marchés plus efficaces. Il est irréaliste de penser qu'avec l'état de notre agriculture et les lois actuelles, nous serons capables de répondre à nos besoins. Le secteur privé peut intervenir d'une manière plus importante et garantir qu'il y a une quantité optimale de maïs. La demande annuelle en maïs du Zimbabwe est d'1,8 million de tonnes. Le gouvernement cherche à importer environ 700 000 tonnes pour éviter les pénuries cette année.
Du sport pour terminer. Le Rwanda se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations de football 2016 et rêve de remporter le trophée. L'entraîneur Johnny McKinstry déclare que sa priorité est de se qualifier alors que l'équipe se prépare actuellement pour le match d'ouverture de samedi contre la Côte d'Ivoire. Hélas, les nations hôtes ont été frappées par la malchance lors des précédents championnats. Mardi, le coach Johnny McKinstry organise une petite session d'entraînement à Kigali une journée après la victoire de son équipe contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations de football 2016 dont il sera l'hôte. C'est la première fois que la compétition aura lieu en Afrique de l'Est. Le match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire aura lieu samedi au stade Amahoro. Les rencontres amicales ont permis de tester nos joueurs contre le Cameroun et la RDC. C'était une bonne préparation. La compétition est réservée aux joueurs basés dans leur pays. Il est parfois difficile de sélectionner les favoris qui participeront au championnat. Les 16 équipes se mettent à niveau avant le grand lancement. C'est la deuxième fois que le Rwanda participe à cette rencontre. C'est en 2011 que l'équipe avait fait ses grands débuts. Cette fois-ci, l'équipe espère s'être suffisamment améliorée pour ne pas décevoir ses fans. Néanmoins, certains supporters ne semblent pas être très optimistes. Je ne pense pas que l'équipe puisse remporter le titre. Elle peut arriver en demi-finale, mais elle reste une équipe jeune et manque d'expérience. Cette compétition sera un véritable challenge. Pour l'entraîneur, la première des priorités est d'éviter la malédiction qui semble faire perdre les pays hôtes. 2 pays hôtes sur 3 n'ont pas eu la chance de voir leur équipe se qualifier lors des précédents championnats. Notre plus grand défi est de se qualifier en début de compétition et de s'appuyer sur cette victoire pour continuer à avancer. L'entraîneur semble vouloir conserver des ambitions modestes. Néanmoins, si son équipe remporte le trophée, ce sera la première victoire d'un pays hôte et même d'un pays d'Afrique de l'Est. Et l'heure est venue de nous quitter et l'heure est venue aussi de vous remercier de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.